Il y a longtemps, dans le village d'Ashi, il y avait une princesse nommée Ego qui était la première fille du roi Cheta. Contrairement à ses trois sœurs cadettes, Ego n'était pas mariée en raison de sa taille. Elle n'avait aucun prétendant parce qu'elle était extrêmement grosse. Certains villageois ont commencé à chanter des chansons pour se moquer d'elle dans son dos. Et la question de son poids était toujours sur les lèvres des ragots. Certains d'entre eux diraient « J'ai entendu dire qu'ils attachaient 3 emballages pour qu'ils lui entourent la taille. » D'autres diraient « Avez-vous entendu dire qu'elle achevait une chèvre entière en une journée ?» Le roi Chata et son épouse étaient préoccupés par le poids de leur fille. À plusieurs reprises, ils ont tenté de lui organiser des mariages arrangés, mais personne n'était intéressé. Ego, de son côté, avait renoncé à elle-même parce qu'elle était tellement accro à la nourriture qu'elle ne pouvait pas imaginer devenir mince au cours de sa vie. Et elle pensait que le mariage ne serait probablement pas une option pour elle, car tout homme qui accepterait de l'épouser le ferait pour son statut et non parce qu'il l'aimerait. Et Ego avait toujours désiré être aimée par celui qu'elle épousait. Même si elle était généralement mécontente de sa vie, elle trouvait un peu de bonheur en dansant. La princesse était une danseuse fantastique. Souvent, elle se cachait dans sa hutte et commençait à danser au rythme des battements de sa bouche. Chaque fois qu'il y avait des festivals, Ego cherchait un endroit isolé suffisamment proche pour entendre la musique et danser à sa guise. Elle se cachait toujours parce qu'elle ne voulait pas que quelqu'un se moque d'elle. Eh bien, c'était la fin d'une autre année réussie et c'était l'heure de la fête annuelle entre les 4 villages voisins. Et comme d'habitude, tout le monde vibrait d'enthousiasme. Certaines personnes étaient impatientes de présenter leurs plus belles robes. Certains perfectionnaient leurs pas de danse et pratiquaient sans fin avec leurs instruments de musique, tandis que d'autres étaient impatients de profiter de la variété des repas qui seront servis ce jour-là. Ego, de son côté, ne cherchait qu'à trouver un endroit isolé qui lui donnerait la liberté d'exprimer ses pas de danse. Finalement, elle trouva un endroit où elle pouvait entendre clairement les tambours et les flûtes. Puis elle se mit à danser avec un large visage vert sur le visage. Cependant, elle remarqua bientôt le son d'un tambour devenant de plus en plus fort, mais elle l'ignora parce qu'elle était absorbée par sa danse. Soudain, la musique du festival s'est arrêtée, mais le bruit du tambour continuait. Elle lui tourna immédiatement le dos et vit un homme jouant du tambour avec un grand sourire sur le visage. L'homme a arrêté de jouer et a demandé « Pourquoi as-tu arrêté de danser ?» Ego s'est immédiatement mis à courir, et l'homme l'a suivie, mais comme elle était trop lourde pour courir vite, il l'a rattrapée. « Laissez-moi tranquille, » dit-elle haletante. « Allez chercher votre soulagement comique ailleurs. » L'homme la regarda gentiment, se demandant pourquoi elle pensait qu'elle était une blague pour lui. « Je me suis perdu en essayant d'arriver à la place du marché, et j'essayais de trouver mon chemin quand je t'ai vu danser là-bas. J'ai donc décidé de vous soutenir avec ma batterie, » dit-il. Ego a examiné de plus près la couleur de sa tenue vestimentaire et s'est rendu compte qu'il n'était pas de sa communauté. Elle a remercié l'homme d'avoir joué du tambour pour elle, puis l'a dirigé vers la place du marché. Mais l'homme a insisté sur le fait qu'il préférait continuer à jouer pour elle. Et sans l'approbation d'Ego, il se remit à jouer du tambour, la poussant à danser. Quand Ego a vu qu'il n'allait pas abandonner, elle a commencé à faire de petits mouvements de hanches au rythme de son rythme. Après tout, qu'avait-elle à perdre? C'était un étranger qu'elle ne reverrait plus jamais, et elle avait l'occasion de danser comme elle l'avait toujours voulu. Après un long moment, Ego a arrêté de danser. « Merci, monsieur Drummer, je me suis vraiment amusé, » lui dit elle. « Je m'appelle Arins, pas monsieur Drummer. » Il a répondu. Ego lui a dit son nom, puis lui a dit qu'elle devait rentrer chez elle. Mais Arins l'a supplié de revenir le lendemain et Ego a accepté. Sur le chemin du retour, elle pensa à l'homme, se demandant pourquoi il était si gentil avec elle et voulait même passer plus de temps avec elle. « Bien sûr, il n'est pas attiré par moi, » pensa-t-elle. D'après Ego, il était inhabituel qu'un si bel homme l'apprécie. Toute la nuit, elle n'a pas pu s'empêcher de penser à lui, mais elle a fait de son mieux pour ne pas s'exciter trop. Le lendemain soir, Ego partit à la rencontre de sa nouvelle amie, Arins. Quand Arins a posé les yeux sur elle, il était tellement excité et Ego était excité de le voir aussi. Ils discutèrent longuement et firent connaissance. Et après, il a joué du tambour pour qu'Ego danse. Les jours se sont transformés en semaines et ils ont continué à se rencontrer chez eux. Et pour eux deux, c'était toujours le meilleur moment de leur journée. Finalement, Arins a dit à Ego ce qu'il ressentait pour elle. Même si Ego soupçonnait qu'il l'aimait bien, elle ne voulait pas tirer de conclusions hâtives.
Mais elle était heureuse quand il l'a finalement exprimée, parce qu'elle ressentait la même chose aussi. « Je peux venir avec mes gens le prochain jour de marché voir tes parents. » Il a dit. Le bal était donc lancé. Ego a rapidement informé ses parents qu'un homme du village voisin viendrait les voir pour demander sa main en mariage. Le roi et la reine étaient très heureux. Ils n'auraient jamais imaginé qu'un jour comme celui-ci viendrait. Mais malheureusement, la catastrophe ne tarda pas à survenir. Une semaine avant la réunion prévue, une maladie aéroportée s'est propagée dans les 4 villages et leurs environs. Pour empêcher la propagation de la maladie, chaque village a fermé sa frontière et ses dirigeants leur ont également demandé de rester chez eux. Ego était très triste que son futur mari ne puisse pas la voir tous les jours comme d'habitude. Pour aggraver les choses, quelques jours après la fermeture des frontières, Ego a contracté la maladie aéroportée et a lutté pendant plus de 3 mois pour rester en vie. La maladie a grandement affecté son appétit, ce qui lui a rendu très difficile de finir une demi-assiette de nourriture par jour. Au fil des mois, un herboriste a trouvé le remède et les gens ont progressivement commencé à se sentir mieux. Une fois qu'Ego s'est complètement rétablie, la première chose qu'elle a découvert a été sa perte de poids massive. Elle ne pouvait pas y croire. Elle était presque aussi petite que ses 3 sœurs. C'était un rêve devenu réalité. Ce n'est pas la seule chose qui a changé. Son visage était également devenu plus défini et sa beauté était une preuve que même les aveugles pouvaient voir. Elle réalisa que partout où elle allait, elle était regardée avec admiration par des hommes qui ne la regardaient jamais une seconde fois dans le passé. Et les hommes riches parmi eux ont également commencé à l'approcher pour des conversations sur le mariage. Ego a commencé à se sentir au sommet du monde et tout d'un coup elle s'est sentie trop bien pour Arinz. Lorsque les frontières ont finalement été ouvertes, Ego est allé vers elle et l'a attendue car elle savait qu'il serait certainement là à attendre. Quand Arinz posa les yeux sur elle, il ne la reconnut presque pas. « Waouh, ma princesse, ton beau sourire m'a manqué, » dit-il. Ego lui a donné l'épaule froide. Elle se sentait trop puissante pour être en sa présence. Arinz pensait qu'elle agissait seulement parce qu'il lui avait tellement manqué. Alors il a commencé à jouer du tambour pour qu'elle danse. Mais elle lui a crié dessus, lui ordonnant d'arrêter le bruit. « Monsieur le batteur, ce que vous jouez ne m'intéresse pas. Je suis seulement venu ici pour te dire que je ne suis plus intéressé à t'épouser. » Ariès était alarmé par son changement de comportement. « Je sais que tu n'as jamais été avec une princesse auparavant. C'est pourquoi vous souriez toujours comme une chèvre. » Elle sortit en trompe des lieux, en l'avertissant de ne jamais la contacter, car il n'appartenait pas au même calibre. Les semaines ont passé et Arinz a continué à envoyer des messagers à Ego pour qu'elle puisse changer d'avis, mais elle les a tous ignorés. Au lieu de cela, elle divertissait la longue file d'hommes intéressés à l'épouser. Un jour, elle a eu une idée. Ego a décidé d'organiser une compétition de lutte pour les célibataires éligibles du village. Et quiconque sortirait vainqueur serait couronné son prétendant. Le concours était organisé et dépassait les frontières de son village. De nombreux hommes se sont inscrits pour conquérir le cœur d'Ego, la première fille du grand roi Cheta. Le roi a même invité des membres de la royauté et des personnes aisées aux événements. Ego a décidé de rester à l'intérieur pendant les 4 prochains mois pour recevoir les meilleurs soins de beauté pour épater ses prétendants. Mais elle n'a pas réalisé que c'était la maladie qui l'avait rendue plus mince. Ses anciennes habitudes alimentaires sont restées les mêmes. Ainsi, pendant qu'Ego était à l'intérieur, elle continuait à manger de grandes portions et de jour en jour, le poids recommençait à s'accumuler. Une fois les 4 mois écoulés, Ego avait retrouvé sa taille précédente. Elle était déçue d'elle-même et a fait de son mieux pour annuler les événements, mais son père a refusé. « Je suis sûr que vous trouverez un prétendant, quelle que soit votre situation actuelle, » lui dit-il. Le jour des événements, des guerriers, des agriculteurs, des commerçants et de nombreux célibataires éligibles se sont rendus sur la place du village, se préparant à conquérir le cœur d'Ego. Mais quand Ego fut appelé pour saluer ses visiteurs, les hommes la regardèrent sous le choc. Elle n'était pas ce qu'ils avaient négocié. Et un par un, ils commencèrent à s'éloigner pour rentrer chez eux. Ego n'avait jamais été aussi embarrassée. Alors qu'elle était sur le point de quitter les lieux, honteuse, ses yeux rencontrèrent une silhouette familière. C'était Arinz. Mais ce n'était pas l'Arinz qu'elle connaissait. Il était habillé comme un roi, très différent du tissu de base qu'il portait lors de leur réunion. Ils se regardèrent pendant un moment et la voix interrompit bientôt leur regard.
Mon prince, votre père est prêt à partir maintenant. Tout comme Ego Arenez était une royauté. Son père était le roi d'un des 4 villages. Mais à cause de son amour pour la musique, il se déguisait généralement pour jouer avec tout le monde pendant les festivités, car il ne voulait pas être traité spécialement par les autres villages. Alors qu'Ego regardait Arinze lui tourner le dos et commencer à s'éloigner, elle réalisa qu'elle avait perdu un homme bon qui l'aimait malgré tout. C'est vraiment dommage, car elle n'a jamais eu l'occasion de retrouver l'amour. Et finalement, elle dut se contenter d'être la 10e épouse d'un vieux chef. La leçon morale de cette histoire est que vous ne devriez jamais négliger ceux qui étaient là pour vous lorsque vous étiez au plus mal. Parce que ce type de personne devient assez rare de nos jours. Et si vous les traitez injustement, vous n'aurez peut-être plus jamais l'opportunité de faire partie de leur vie. Merci d'avoir regardé cette histoire aujourd'hui. Merci de commenter ce que vous avez appris. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager avec vos proches. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir. Un plan d'eau isolé censé posséder des énergies purificatrices. Enveloppée dans l'obscurité, son cœur battant au rythme de ses pas, Amina atteignit le lac et commença le rituel de la vérité. Elle plongea la pierre de lune dans l'eau, récitant les anciennes incantations que l'ermite sage lui avait transmises. Alors que la dernière syllabe quittait ses lèvres, la pierre de lune brillait d'une douce lumière blanche, illuminant les eaux sombres. L'espace d'un instant, Amina sentit une vague d'énergie la parcourir, comme si les esprits du lac lui murmuraient leur approbation. La pierre de lune étant désormais nettoyée et activée, elle retourna au village, chacun de ses pas assombri à la fois par l'anticipation et la peur. Ce soir, le village se rassemblerait pour la fête des ancêtres, une nuit de fête, mais pour Amina. Une nuit qui témoignerait soit de sa justification ultime, soit de sa plus profonde disgrâce. Lors de la fête, alors que les villageois dansaient et chantaient, Amina a révélé la pierre de lune, affirmant qu'elle avait été renforcée par les esprits pour une bénédiction spéciale. La foule, pleine de ferveur communautaire et d'intrigue, était impatiente d'assister au spectacle. Selon les rites anciens, que chaque père potentiel tienne la pierre, annonça Amina d'une voix inébranlable. Le vrai père de Tariq activera sa lumière. Un par un, les hommes arrivèrent, chacun serrant fermement la pierre de lune. Mais la pierre restait inerte, sa lumière tamisée, comme si elle retenait son pouvoir. Finalement, ce fut le tour de Django. La foule tenait son Django, qui tenait la pierre, et celle-ci vacillait, mais ne s'illuminait pas complètement. Des murmures parcoururent la foule, se transformant en exclamations de surprise et de confusion. Avant que quiconque puisse parler, une voix retentit de l'arrière. « Attendez !» La pierre ne parle pas seulement aux mains qui la tiennent, mais aussi aux yeux qui la rencontrent. Amina regarde la pierre, c'était Nia. Ses yeux brillants d'un étrange mélange de peur et d'excitation. Amina leva son regard pour rencontrer celui de Django, ses yeux tombant alors sur la pierre de lune. À ce moment-là, la pierre vacilla violemment puis s'assombrit. Des halètements emplirent l'air. Le visage de Django devint pâle. Les yeux d'Amina rencontrèrent la foule. Et à ce moment-là, ils savaient tous. Django n'était pas le vrai père. Le silence fut brisé par le rire maniaque de Nia. Vous voyez, même les plans les mieux élaborés échouent devant la volonté des esprits. À la suite de l'échec du rituel, le village a été consumé par un mélange volatile d'incrédulité, de colère et de curiosité urgente. Les anciens ont convoqué une réunion immédiate du conseil. Son atmosphère chargée d'une tension plus épaisse que l'air humide de la nuit. Nia fut la première à parler, sa voix dégoulinante d'un mélange de regrets et de révélations. « Mes chers villageois, nous avons été empêtrés dans un réseau de tromperies. Les esprits ont parlé à travers la pierre de lune. Django n'est pas le vrai père. Cependant, cela devrait être un moment de réveil et non de division. Le conseil a éclaté dans une cacophonie d'arguments et d'accusations. Finalement, l'ancien en chef, Mbaka, se leva, sa sagesse séculaire ordonnant le silence. « Assez !» grogna-t-il. « Les esprits ancestraux ne sont pas satisfaits de notre folie. Nous devons rechercher la vérité et ne pas laisser la division nous déchirer. » Se tournant vers Amina, il dit « Vous avez invoqué les esprits et découvert une terrible vérité. Que proposez-vous que nous fassions maintenant ?» La voix d'Amina était ferme. « Je propose un autre rituel, celui qui ne peut être altéré. Que tous les hommes du village sortent et prêtent un serment ancestral au bord du fleuve de la vérité. Là, ils déclareront leur paternité et le fleuve témoin divin révélera le véritable père.
Le conseil accepta, fixant le rituel pour l'aube suivante. Personne n'a dormi cette nuit-là. Leurs rêves sont perturbés par des murmures de scandale et des vents de changement. Alors que les premières lueurs de l'aube se levaient, le village se rassembla près de la rivière de la vérité dont les eaux auraient été bénies par les dieux. Un à un, les hommes ont prêté le serment ancestral, jurant leur innocence ou leur culpabilité. Finalement, ce fut le tour de Django. Il s'avança, ses yeux rencontrant ceux d'Amina. À ce moment-là, Amina a vu un scintillement de quelque chose. Était-ce du regret? Ou peut-être un appel silencieux au pardon? Django plongea la main dans la rivière et récita solennellement le serment. Pendant qu'il parlait, les eaux autour de sa main tournèrent de façon inquiétante, mais ne changèrent pas de couleur, signe d'un serment véridique. La foule était en suspens, attendant un signe divin. À ce moment-là, un cri retentit au fond de l'assemblée. Tous les regards se tournèrent pour voir un jeune homme, Mazi, tremblant tandis que les eaux autour de sa main immergée devenaient d'un or radieux, signe irréfutable de vérité reconnue dans les rituels divins. Mazi, fils d'Ogbo et Nembaka, a annoncé « Tu es le vrai père de Tariq, comme le déclare le fleuve de vérité ». Un cri collectif parcourut la foule. Mazi était l'un des hommes les plus solitaires du village, connu pour sa nature calme et rarement impliqué dans les affaires communautaires. Alors que Mazi s'avançait avec hésitation, les yeux d'Amina rencontrèrent les siens. Dans ce bref rapport, elle a vu des éclairs d'intégrité et de sincérité, des caractéristiques auxquelles elle aspirait, mais qu'elle n'a pas trouvées jusqu'à présent. La révélation de Mazi comme le vrai père ébranla les fondations mêmes du village. Des murmures résonnaient parmi la foule alors que Mazi s'approchait d'Amina et de Tariq. Ses yeux pleins d'humilité et d'une sorte de force tranquille. L'aîné Mbaka s'avança. Sa présence fait taire la foule. La rivière de la vérité a parlé. Mazi est le père, et nous devons honorer ce verdict divin. Il regarda vers Django et Nia les yeux plissés. Quant à ceux qui nous ont égarés, ils comparaîtront devant le conseil des anciens pour leurs actes. Mazi prit place aux côtés d'Amina et Tariq. À ce moment-là, Amina sentit qu'un nouveau chapitre de leur vie était sur le point de commencer. Celui marqué par l'honnêteté, le respect et l'amour. Des choses qui lui avaient tant manqué dans son passé récent. En tant que père légitime, je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de cette responsabilité, a déclaré Mazi, la voix teintée d'une véritable détermination. Les villageois se dispersèrent, le cœur et l'esprit agités par un mélange de soulagement, de curiosité et de doute persistant. L'atmosphère était électrique et un sentiment d'anticipation remplissait l'air. Il était clair que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Ce soir-là, le Conseil des Anciens s'est réuni en séance d'urgence pour discuter du sort de Django et Nia. La salle était tendue, tandis que les Anciens évaluaient les implications de leurs décisions. Finalement, ils sont parvenus à un verdict. Django a été déchu de son titre et de son statut, chargé d'accomplir un service public en signe d'expiation. Nia a été banni de son rôle d'oracle, son poste devant être occupé par un nouveau voyant choisi par consultation divine. Tous deux se sont rendus au village le lendemain pour s'excuser publiquement de leur tromperie. Il y avait autour d'eux un air de honte palpable, mais aussi une nuance de tragédie. Un rappel que même des actions bien intentionnées peuvent conduire à des résultats désastreux lorsqu'elles s'écartent du chemin de la vérité. Les paroles prophétiques pour lesquelles Tariq était né semblent se matérialiser. À mesure que le village prospérait de manière inattendue, les récoltes produisaient davantage. Les conflits entre villageois se sont atténués, et une nouvelle unité retrouvée a pris racine. Même Django, humilié par sa disgrâce publique, a trouvé le chemin de la rédemption grâce à une expiation sincère. Nia, bien que déchu de son titre, commença une vie tranquille de réflexion. Sa sagesse ne se mêlait plus à la manipulation. Ainsi, dans un village profondément ébranlé, une nouvelle aube est apparue, plus lumineuse, plus sage et pleine de promesses. Même si des défis surgiraient, sans aucun doute, la communauté a été fortifiée par les vertus irremplaçables de la vérité et de l'unité, et cela a fait toute la différence. Ainsi, Amina, Mazi et Tariq se tenaient au seuil d'une nouvelle vie prometteuse. Leur cœur était aligné sur la sagesse durable selon laquelle la vérité, une fois révélée, a le pouvoir de guérir, d'unir et d'annoncer un avenir meilleur. Merci d'avoir suivi cette histoire intrigante. Parfois, le chemin vers la vérité est tortueux et escarpé. Mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, car la vérité nous libère.
Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne, pour que vous ne manquiez pas d'histoires plus intéressantes comme celle-ci.